Donc, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, et vers tous les bons esprits, guides spirituels, qui sont toujours là pour nous aider et qui ne demandent de nous même pas le fait qu'on leur demande des choses précises puisqu'ils savent ce que nous avons besoin, mais que nous élevions justement nos âmes de temps en temps, nos pensées vers eux pour que la syntonie puisse s'établir et que nous puissions donc percevoir plus facilement leurs suggestions, leurs inspirations. Nous remercions pour être réunis encore une fois ce matin, voir un nouvel aspect de la médiumnité. Aujourd'hui, donc, c'est la question de la médiumnité chez les enfants, que nous puissions bien comprendre ces enseignements et savoir les utiliser lorsqu'ils se présentent pour pouvoir aider nos prochains. Nous espérons que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, que ce soit de bons esprits, des esprits familiers, ou que ce soit même des esprits moins bons qui chercheraient plutôt à nous perturber. Ainsi soit-il. Merci de votre participation, en tout cas. Donc, je vous ai mis le programme. Là. Alors, excusez-moi, hier, je me suis trompé sur Skype. J'ai corrigé ce matin. Donc, on est bien le 21 février, mars et pas février, décidément. Et donc, le cours de ce matin, c'est la médiumnité chez les enfants. On avait vu la semaine dernière le classement et les caractéristiques des différents médiums, si vous vous rappelez bien. Voilà. Alors, dimanche prochain, ce sera le 28. Donc, n'oubliez pas que on sera avancé d'une heure. Donc, ce sera en gros, on aura une nuit, une heure plus courte. Donc, voilà. Mais pourtant, bon, j'ai quand même maintenu l'horaire 8 heures. Alors, pour Renaud ou ceux qui habitent l'île de la Réunion, ça va, alors je réfléchis, réduire, ce sera une heure plus tôt pour eux aussi. Voilà. Et puis, donc, vous voyez aussi que le 4 mars, j'ai pas fait il n'y a rien dans le programme, c'est pour ça que le chiffre, il est rouge. Ben, tout simplement parce que c'est le dimanche de Pâques. Donc, alors même si en ce moment, il n'y a pas beaucoup de fêtes de famille et tout, bon, quand j'ai fait le programme, ce n'était pas forcément prévisible. Voilà. Et puis comme là, le cours, c'est une école, ben, l'école, quand il y a des congés, théoriquement, elle ferme. Voilà, contrairement aux dire le 4 hôpitaux qui, avril. eux, restent ouverts. Je veux dire le 4 avril. 4 avril, c'est Pâques. Oui, oui, tu as dit le 4 mars. Ah ben, décidément, je décale tout d'un mois, moi. Donc, effectivement, le 4 avril, c'est Pâques. Et donc, vous voyez, bon, c'est le programme, voilà, il est précis, il est bon, lui. La médiumnité chez les enfants. Alors, oups, ça se fait que je suis perdu, là. Voilà, c'est ici. La médiumnité chez les enfants. Donc, alors, déjà d'entrée, je vous renvoie vers cette conférence qu'a donnée récemment notre sœur Mauricette, qui est d'ailleurs connectée, sur le sujet. Donc, après, quand vous aurez le temps, si le sujet, vous voulez l'approfondir, vous pourrez aussi assister à cette conférence. Donc, je vous ai mis le lien là dans la discussion de Zoom. Et je vais tout de suite le remettre aussi sur Skype. Si j'arrive à me retrouver dans les fenêtres, oui, c'est ça. Voilà. Hop, c'est parti. Comme ça, c'est fait, Fernandin. Il est aussi sur Skype. Bon, alors on a vu au début de ce cours sur la médiumnité que la médiumnité, c'est un phénomène naturel qui concerne, enfin, pour ce qui nous intéresse, l'humain, ça peut concerner aussi les animaux, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, la médiumnité, elle existe depuis que l'humain existe, en gros, donc depuis très, très, très longtemps. Voilà. Et comme ça concerne l'humain, évidemment, ça concerne l'humain à tous les âges, y compris chez les enfants. Voilà. Et donc,
le sujet d'aujourd'hui, c'est d'examiner la médiumnité chez les enfants. Donc, effectivement, les enfants peuvent avoir des facultés médiumniques très tôt. Et d'ailleurs, en général, on dirait même plus, la majorité des enfants ont des phénomènes médiumniques quand ils sont très jeunes, notamment quand ils jouent avec des amis invisibles, donc qui sont invisibles pour nous, mais qui ne sont pas forcément invisibles pour eux. Voilà. Donc, c'est en fait quelque chose de tout à fait naturel, donc qu'il ne faut pas rejeter ou condamner, il ne faut pas traiter l'enfant de maintenant c'est n'importe quoi, il n'y a rien, il n'y a personne, etc. Non, il faut le laisser dans son monde, dans sa réalité, ne pas stimuler, évidemment, mais ne pas non plus réprimer. C'est quelque chose de naturel. Donc, bon, tant que ça se passe bien, tant que les jeux sont pacifiques, il vaut mieux les laisser. Voilà. Et ensuite, donc, par contre, il ne faut pas les stimuler. Donc, c'est ce que vous voyez sur la première phrase. Il ne faut pas stimuler l'exercice et la pratique de la médiumnité chez les enfants. Et on va voir donc aujourd'hui pourquoi. Et puis, le deuxième point qu'on verra encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les enfants qui sont médiums. Donc, Alan Kardec, dans le livre des médiums, il traite évidemment ce point-là, de la médiumnité chez les enfants. Et il demande, y a-t-il de l'inconvénient à développer la médiumnité chez les enfants? Et l'esprit répond certainement, et je soutiens que c'est très dangereux. Donc, vous voyez, attention. Car ces organisations frêles et délicates en seraient trop ébranlées et leur jeune imagination trop surexcitée. Voilà, c'est très très bien dit. Aussi, les parents sages les éloigneront de ces idées, ou du moins ne leur en parleront qu'au point de vue des conséquences morales. Voilà. Alors pourquoi? Vous voyez, ces organisations frêles et délicates en seraient trop ébranlées, leur jeune imagination serait trop surexcitée. Donc, il y a au niveau des organisations, on parle du cours physique, donc vous voyez, des phénomènes d'ectoplasmie, ce genre de choses. Donc ça, c'est absolument à éviter chez les enfants. Et ensuite, leur jeune imagination trop surexcitée, les enfants n'ont pas encore comment dire, l'intelligence et le discernement qui sont nécessaires à l'exercice de la médiumnité. Donc, tant que ça se produit de façon naturelle, voilà, et que ça se passe bien, on peut laisser faire. Mais développer, non. Il ne faut surtout pas encourager la médiumnité chez les enfants. Et quand on parle d'enfants, moi je dirais, on peut même utiliser le mot enfant au sens large, puisque tout est écrit ici. Il faut que la personne elle ait une certaine intelligence pour avoir le discernement. Et ça peut venir avec la maturité qui peut se produire à l'adolescence, voire même un peu après. Voilà. Alors, quand la faculté est spontanée chez un enfant, c'est qu'elle est dans sa nature et que sa constitution s'y prête, mais il n'en est pas même quand elle est provoquée et surexcitée. D'accord? Donc, ça résume bien ce que je viens de vous dire. Et donc, les enfants qui jouent avec des amis invisibles, quand ça se passe bien, voilà, faut pas réprimer. Voilà. Alors, il y a des cas, et c'est donc une psychiatre qui fréquentait à un moment le mouvement spirit dans les années 1990, qui nous racontait toujours le cas d'un enfant chez lesquels ces jeux-là étaient un peu, entre guillemets, turbulents, avec l'ami invisible. Donc, par exemple, l'enfant, il courait après son ami invisible, et son ami invisible qui est spirituel, évidemment, lui, il passe à travers les murs, mais l'enfant, lui, il se heurtait contre le mur, quoi. Donc, il s'était blessé quelquefois, et donc c'est pour ça que ses parents étaient allés voir cette pédopsychiatre, en l'occurrence, pour essayer de résoudre le problème. Et c'est là où cette pédopsychiatre s'est rendue compte, parce qu'elle n'était pas spiritualiste et encore moins spirit au départ, mais elle s'est vraiment rendue compte que l'enfant jouait vraiment avec un esprit, puisque à un moment donné, elle a elle-même senti, elle s'est sentie, entre guillemets, je ne veux pas dire agressée, mais elle disait, elle a reçu une baffe, elle a senti vraiment comme si elle recevait une baffe, mais alors qu'elle voyait absolument pas l'esprit, évidemment, quoi. Et donc,
Ça, plus son analyse donc de pédopsychiatre de ce que l'enfant lui disait et des attitudes de l'enfant, l'avait amené à cette certitude que, bah oui, c'était effectivement un esprit désincarné qui se communiquait. Et elle-même était donc venue à l'époque dans le centre de Tours pour s'informer sur le sujet. Voilà. Je continue. Quel est l'âge auquel on peut sans inconvénient s'occuper de médiumnité? Donc, vous voyez, la réponse, c'est encore une fois, il n'y a pas d'âge précis. Cela dépend entièrement du développement physique et encore plus du développement moral. Moral, est évidemment, le discernement, le développement intellectuel. Voilà. Ensuite, le Kardec qui précise aussi, la pratique du spiritisme demande beaucoup de tact pour déjouer les ruses des esprits trompeurs, et surtout en ce moment. Hein. Si des hommes ou des femmes, évidemment, hein, chaque fois que vous voyez homme, à l'époque, ça s'écrivait comme ça. Aujourd'hui, dans un sens de parité, on utiliserait plutôt le mot humain ou homme et femme. Hein. Si des hommes et femmes donc si des hommes donc sont leurs dupes, donc des hommes le fait, là c'est dans le sens qui ont déjà acquis un certain discernement, hein, sont leurs dupes, l'enfance et la jeunesse y sont encore plus exposés par leur inexpérience. Hein. On sait en outre que le recueillement est une condition sans laquelle on ne peut avoir affaire à des esprits sérieux. Les évocations faites avec étourderie et en plaisantant sont une véritable profanation qui ouvre un facile accès aux esprits moqueurs et malfaisants. Comme on ne peut attendre d'un enfant la gravité nécessaire à un acte pareil, il serait à craindre qu'il n'en fît un jeu s'il était livré à lui-même. Donc, vous voyez, même Kardec, il l'explique de façon très claire et je pense que c'est très facile à comprendre donc l'inconvénient de développer la médiumnité chez les personnes qui n'ont pas la maturité nécessaire, et notamment les enfants. Voilà. Ensuite, donc il existe de nombreux moyens, je vais réduire un petit peu, hop. Il existe de nombreux moyens pour assister les enfants médiums. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand un enfant est médium et puis que ça ne se passe pas bien? Eh ben, prière en faveur des esprits qui essayent de s'en approcher. Donc, on peut, d'ailleurs, bon, ils ne le mettent pas, mais prière aussi pour l'enfant. Hein. Et donc, ces esprits qui viennent et qui embêtent cet enfant, ben, on peut prier pour eux, essayer de les raisonner et puis de les convaincre que ce n'est pas dans leur intérêt de faire ça et donc de les pousser à s'arrêter. D'accord? Il y a les passes magnétiques qui peuvent être faits aussi sur l'enfant et donc là aussi pour essayer de fermer un peu la porte et réduire l'influence des esprits. On peut conseiller à l'enfant ou amener l'enfant à fréquenter des séances d'évangélisation. Alors, évangélisation, on aurait dû changer le mot. Là, aujourd'hui, on dit plutôt éducation spirit. Hein. Certains centres, alors il n'y en a malheureusement pas beaucoup, il y en a notamment un à Rambouillet et il y avait celui de Morissette à Dunkerque, mais qui, pour l'instant, par manque d'enfants, a arrêté, mais qui pourrait reprendre si jamais il y avait la demande. Donc, bah, c'est de l'éducation spirit pour les enfants, où donc on leur apprend, c'est surtout basé sur la moralité, le respect du prochain, de la diversité, etc., avec des notions, bien sûr, qui sont très soft, hein, encore une fois, qui sont adaptées à leur faculté de compréhension, donc sur ces différents sujets. Voilà. Après, il y a aussi la prière au foyer, ou ce qu'on appelle aussi l'évangile à la maison. Hein. Donc, c'est faire des réunions chez soi régulièrement, donc avec des lectures et aussi des prières, hein, donc, auxquelles l'enfant peut participer. Hein. Évidemment, il faut qu'on adapte les lectures et les prières à ce que l'enfant peut comprendre, hein, parce que sinon, il ne restera pas longtemps. Et donc, ces réunions-là font que aussi, chez nous, ben, on développe dans notre maison, en fait, des vibrations, un égrégore, si on peut utiliser ce mot-là, hein, qui aidera l'enfant et qui réduira, en fait, l'impact de ces manifestations. Donc, voilà en 2 mots le contenu du cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade ou des commentaires à faire?
Ben, sinon, on va rentrer dans le support en détail. Voilà. Donc, l'esprit, vous voyez, on reprend ce qu'on a vu plus haut, il dit même que c'est très dangereux. Vous voyez, il va loin, l'esprit. Il dit c'est vraiment fortement déconseillé. Il ne faut surtout pas développer la médiumnité chez les enfants parce que c'est vraiment pas leur rendre service. Alors, est-ce qu'on a des exemples d'enfants qui étaient médiums? Donc, alors, il y a un cas qu'on trouve dans Kardec, c'est une jeune femme qui s'appelait Hermance Dufaux. Elle avait quand même déjà 13 ans et elle recevait en fait par psychographie, elle a reçu par psychographie deux ouvrages au moins. Un, ben, c'est Jeanne d'Arc par elle-même, donc qui lui aurait été dicté par l'esprit de Jeanne d'Arc, donc un livre qui contient plein de détails historiques qui ont pu être vérifiés. Ce livre d'Hermance Dufaux, donc, qui est psychographié, médiumnique, il fait partie de la bibliothèque de l'histoire de Jeanne d'Arc à Orléans. Et donc, parce que, encore une fois, les détails qui y sont contenus, il y en a certains qui sont inédits et d'autres qui sont tout à fait vérifiés. Voilà. Et c'était donc une gamine, entre guillemets, de 13 ans. Et elle a reçu un deuxième livre qui, malheureusement, n'a jamais été publié dans son intégralité, qui a été publié partiellement dans la revue Le Progrès Spirit, me semble-t-il, à Lyon. Et voilà, donc ces revues, on les a, donc on pourrait très bien reprendre au moins ces fragments. Et donc, c'est l'histoire, là aussi, de Louis XI par lui-même. Donc ça, c'est un exemple de médiumnité chez les enfants, en plus, évidemment, de cette médiumnité, entre guillemets, naturelle de l'ami invisible dont je vous parlais tout à l'heure, qui, là, est beaucoup, beaucoup plus répandue. Voilà. Sinon, il y a aussi certaines biographies, et ça vient notamment de Henri Sauce, et puis aussi des autres biographies qui ont été écrites au Brésil sur Allan Kardec, et qui disent que la plupart des communications qui ont servi à faire le livre des esprits venaient des sœurs Baudin, qui étaient aussi des adolescentes. Et ça, en fait, ça a été démenti. Il y a un chercheur brésilien qui a fait des recherches sur Caroline et Pélagie Baudin. Donc, Julie, elle n'existait pas, elle s'appelait Pélagie, la deuxième. Et en fait, elles avaient 23, 24 ans. Quoi. Elles n'étaient pas, c'était pas des adolescentes, c'était déjà des adultes. Voilà. Donc, voilà, à part ça, donc on connaît pas moi, je ne connais pas d'autres exemples d'enfants dont la médiumnité a été développée. Donc, si jamais vous avez un exemple, n'hésitez pas à me le signaler. Mais en fait, donc, voilà, il vaut mieux ne pas le faire. Si on peut citer encore un autre exemple, quand vous regardez le film sur la biographie de Chico, donc Chico Xavier, lui aussi, il avait des phénomènes médiumniques tout petit. Il voyait sa mère. Quand il était à l'école, il leur avait écrit un jour une espèce de poème, comme vous lisez la bibliographie, quelque chose qui était largement au-delà de ses capacités, qui avait laissé tout le monde pantois. Mais bon, là encore, il a dû, le pauvre petit, réprimer ça en lui-même. Pourquoi? Parce que c'était mal pris, mal perçu, c'était perçu comme étant une œuvre du diable, etc. Et donc, l'enfance de Chico n'a pas été facile à cause de ça. Mais de temps en temps, quand ça n'allait pas, quand il était triste et malheureux, il sortait dans le jardin et dans le jardin, il voyait sa mère, il pouvait parler avec sa mère et sa mère l'aidait, lui donnait des conseils, etc. Donc là, vous voyez, donc le Chico, donc, par lui-même, qui raconte les phénomènes médiumniques qui ont eu lieu quand il était enfant. Et Edivaldo Franco aussi. Oui, Divaldo Franco aussi, il avait des phénomènes médiumniques quand il était enfant. Par contre, bon, je m'en rappelle moins. J'ai lu sa biographie, mais bon, voilà, je ne les ai pas mémorisées comme celle de Chico. Il jouait avec un enfant qui était un Indien. Et aussi, à l'âge de 5 ans, il a vu sa grand-mère, une chose comme ça. Et Ouais. il disait à sa maman, il y a une dame qui est ici qui veut parler avec toi, maman. Et du coup, elle disait, bah, c'est quoi, c'est qui? Et elle a décrit comme ça a été. Et du coup, elle a rappelé sa soeur parce qu'elle n'a pas vu sa mère. Elle était enfant quand sa mère est morte, elle était petite. Et elle a appelé sa grand-mère, sa grand-sœur.
Et sa grande sœur m'a dit, bah, c'est maman, la maman, elle avait un brochet, c'est moi qui l'ai mis le brochet quand elle est décédée, c'est maman. Oui, et donc, il me semble aussi de mémoire qu'il avait dit quelque chose qu'il ne savait pas, hein, et que sa mère a vraiment pris comme une preuve d'identité de sa grand-mère. Voilà. Mais encore une fois, comment dire, ça se produit quelquefois de façon naturelle, hein, auquel cas, voilà, ça fait partie de la nature, mais il ne faut pas le développer. Voilà. Les parents sages les éloigneront de ces idées, hein, donc ils essaieront de temporiser, hein, ou du moins ne leur en parleront qu'au point de vue des conséquences morales. C'est-à-dire que les enfants peuvent très bien dire, quand ils posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Notre esprit sort de son corps. Ah bon, et les esprits vont où? Ça dépend. Donc, vous voyez, on peut, et c'est justement dans ces activités d'éducation pour les enfants que ce genre de notions très simples sont développées, hein. Alors, il y a peut-être aussi un autre cas, c'est notre fils à nous, il y a un moment donné, il ne dormait pas. Il dormait mal et il commençait à crier ou à pleurer. Et chaque fois qu'on venait voir, qu'est-ce qui se passe? Il disait, je vois des bonhommes noirs. C'était sa manière de dire les choses à l'époque, hein. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'est chaque fois quand vraiment il nous posait des problèmes, quand il était, entre guillemets, méchant, hein, comme on dit, ou quand il était pas sage, que le soir, ces bonhommes noirs arrivaient, hein. Et donc, ça permettait effectivement de faire le lien avec ça. Et ensuite, écoute, pour les faire partir, on va faire des prières. Et puis donc, ça lui avait donné tout petit l'habitude de faire des prières. Et puis après, pendant plusieurs années, c'était impossible de le mettre au lit et de le faire dormir sans faire d'abord à côté de lui la prière. Voilà. Donc, vous voyez comment des fois ce genre de choses et de phénomènes peut être mis à profit plutôt pour éduquer l'enfant, mais surtout pas surexciter son imagination qui manque de maturité. Voilà. Donc, il y a cependant des enfants qui sont médiums naturellement, soit pour les effets physiques, soit pour l'écriture et les visions, hein. Donc, vous voyez, Kardec, en fait, il en avait observé qu'il y avait une médiumnité un peu plus forte. Et il y a eu d'autres cas aussi, hein, je pense, un groupe, des personnes qui sont venues appeler de l'aide. Encore une fois, c'est chez Morissette. Donc, d'un enfant chez lequel les phénomènes, ils étaient très, très forts, d'une certaine violence. Et là, pareil, il a fallu, entre guillemets, intervenir, quoi. Quand c'est spontané, c'est qu'elle est dans sa nature, on peut le laisser, hein. Par contre, jamais provoqué ou surexcité, ou alors quand ça prend des proportions trop larges, il faut intervenir. Et d'ailleurs, il y a un autre cas qui me vient à la mémoire maintenant de médiumnité chez les enfants, c'est les sœurs Fox. Hein, c'était aussi, je ne sais plus quel âge elle avait en 1848 quand il y a eu les fameux phénomènes de maison hantée là-bas. Mais pareil, elles avaient une dizaine d'années, hein, donc c'était là aussi des gamines. Et donc, voilà, là aussi ça faisait. Et donc, Kardec, il parle ici de phénomènes à effet physique. C'était le cas justement de ces sœurs Fox, hein. Il y en a l'une ou l'autre, ou les trois, qui dégageaient de l'ectoplasme, qui permettaient à l'esprit de réaliser le phénomène. Oui, Philippe? Oui, bonjour Charles. Et Mozart, comment on pourrait considérer sa médiumnité à l'âge de 5 ans? Alors Mozart, c'est pas forcément de la médiumnité, hein. Il était peut-être musicien dans sa vie passée et il a ramené cette faculté de lui-même, hein. Cela dit, après, voilà, même en tant qu'enfant, il était peut-être lui aussi inspiré par des esprits musiciens, tu vois. Donc c'était des esprits qui venaient et qui l'inspiraient en utilisant les connaissances qu'il avait déjà, cette faculté musicale qu'il avait déjà développée dans une vie passée. Voilà. Alors, Fernanda. Bon, j'ai vécu un peu des cas comme ça. Et mon dernier enfant, là, de 3 ans, à l'âge de 3 ans,
on était à la montagne, des fois, il changeait, je ne sais pas si c'était, je ne comprenais pas, mais il changeait de visage, d'expression, et il me racontait des choses de l'époque de la guerre. Mhm. Ah, Et ça faisait très peur à son frère, qui est grand, à l'époque, il avait 16, 15 ans. Son frère de 15 ans, et la jeune au père aussi. Ils avaient tout peur parce qu'il changeait, il parlait de la guerre, il parlait qu'il faut cacher, il y a les ennemis qui arrivent. À la maison, je n'ai jamais offert des armes à mes enfants, ils ne jouent pas avec des armes, des choses comme ça. Et du coup, il racontait des larmes, comment il faut faire pour les pauvres. Et il racontait des choses, donne-moi une cigarette, une personne à la maison ne fume pas. Et il faisait comme ça les trucs anciens, tu vois, très, très, très anciennes. Il racontait les gens qui s'étaient dégorgés, qui avaient dû mettre dans une corde. Ça faisait vraiment peur. Et ça reproduit 3 fois. Et du coup, je l'ai corrigé. Je disais, ça n'existe plus. Ça, c'est passé, nous ne sommes pas là. Et faut prier, faut pour pas faire du mal. Et on priait, mais ça changeait, ça faisait vraiment peur. Mhm. Alors ça, c'est pas non plus forcément de la médiumnité, c'est peut-être des réminiscences de vie antérieure, hein. Donc là, ça arrive aussi assez fréquemment chez les enfants. Il y a notamment, vous connaissez peut-être Ian Stevenson, hein, qui était un chercheur dans une université de Virginie aux États-Unis, qui a écrit, qui a fait beaucoup de recherches sur la réincarnation et qui a écrit plusieurs livres, hein, qui a étudié des milliers de cas de réincarnation de personnes qui se rappelaient de leur vie antérieure. Et donc, il était allé, en faisant des enquêtes, vérifier et voir que ben, ce que disait la personne et parfois l'enfant, c'était des choses qui étaient tout à fait vérifiables. Et donc, il est mort en 2007, mais il y a un autre de ces... Il y a une personne donc, qui travaillait avec lui qui continue, il s'appelle Jim Tucker. Et ce Jim Tucker, il parle, il y a notamment une vidéo qui a été faite, d'ailleurs par les parents de l'enfant concerné, parce que leur enfant, c'est pareil, il se réveillait la nuit avec un espèce de cauchemar en disant je suis dans un avion, mon avion est en feu et je suis en train de m'écraser. Voilà. Et à force de poser des questions aux enfants, l'enfant, il avait donné le nom du navire, hein, qu'il était dans un avion américain, le nom de la ville ou du port japonais dans lequel il était à ce moment-là, le nom de quelques-uns de ses collègues qui travaillaient avec lui dans l'armée comme pilote. Et donc, les parents ont fait des recherches avec Jim Tucker, évidemment. Et tout ce que l'enfant avait dit, en fait, c'était vrai. Hein, ils ont réussi à retrouver donc l'identité de cette personne, hein, de ce pilote dont l'enfant se rappelait. Donc là, en l'occurrence, c'était plus une réminiscence d'une vie passée. Donc, dans ce que tu me dis au sujet du petit, c'est plutôt ça que la médiumnité. Maintenant, après, encore une fois, ces réminiscences sont parfois aussi induites par des esprits, hein, parce que, vous voyez, si vous voulez, ce cas de Jim Tucker, je vous conseille, je pourrais peut-être vous le rechercher, mais quand vous recherchez sur Internet, hein, vous le trouverez assez facilement, ce film, hein. Et vous verrez, c'est assez édifiant. Et quand dans les milliers de cas qui ont été recensés de ce genre, le cas de cet enfant est vraiment, je crois qu'il leur donne une note entre 0 et 5 au niveau de leur crédibilité. C'est vraiment parmi la note la plus haute. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a donné des éléments très, très précis qui sont vérifiables, qu'il ignorait totalement, ainsi que sa famille autour de lui. Et donc, voilà, c'est ça qui va dans le sens de confirmer que c'était bien, qu'il avait bien une réminiscence de sa vie antérieure. Après, on peut toujours dire aussi dans ces cas-là, par exemple, que c'était peut-être pas sa vie antérieure à lui, mais c'est l'esprit de ce pilote qui est venu l'influencer dans ce sens. Vous voyez, c'est possible. Et plusieurs explications sont possibles, hein, mais l'explication de la réminiscence de la vie antérieure, c'est quand même la plus probable dans ce genre de situation, hein. Surtout que, je vous le rappelle, Ian Stevenson, il avait aussi étudié des marques de naissance, hein. Certaines de ces personnes avaient des taches de roue, enfin des marques de naissance, hein, des nœuds ou des choses comme ça,
qui correspondaient en fait à des blessures qu'ils ont réussi à retrouver dans les rapports d'autopsie de la personne qu'ils étaient censés être dans une vie antérieure. Donc, vous voyez, là c'est plus que l'influence d'un esprit, puisqu'il y a une marque physique qui est revenue dans la nouvelle vie. Une dernière question. La réminiscence, quand l'enfant, il y a de la réminiscence, peut-être Morissette, tu peux nous dire, ou toi aussi, Charles, ça change le visage, la voix de l'enfant aussi? Quand il y a un rappel de l'enfant, ou comment savoir qu'il y a un rappel des vies antérieures ou une influence d'un esprit? Parce que là, il changeait la voix et le visage. Oui. Alors, changer le visage, c'est sûr que l'enfant, quand il a ces moments-là, alors ça, faudrait voir un peu plus en précision ce cas de Jim Tucker pour voir s'il avait aussi observé ce genre de choses. Mais c'est clair que l'enfant, dans ses réminiscences, il prend ça vraiment pour une réalité. Donc, ça génère des cauchemars. Et si c'est, donc, par exemple, pendant la nuit, hein, parce que tout dépend du moment auquel la réminiscence se produit. Mais si ça se produit au moment de la veille, comme tu sembles le dire, c'est clair que quand il a cette réminiscence, pour lui, c'est une réalité. Donc, son visage ne va pas changer, il ne va pas forcément reprendre le visage qu'il avait dans sa vie passée, mais il aura clairement un faciès beaucoup plus sérieux parce que pour lui, c'est vraiment une histoire forte et vraie, tu vois. Alors, si la voix change, c'est pareil. Si c'est une voix qui est complètement différente, c'est une chose. Si c'est juste le ton, c'est autre chose. Donc, effectivement, ces détails-là, c'est intéressant de les observer pour savoir laquelle des deux hypothèses explique le cas. Hein. Est-ce que c'est une réminiscence pure et simple ou est-ce que c'est un esprit qui est venu l'influencer? Si c'est une réminiscence, en général, comment dire, il va se rappeler de façon précise cette vie-là et chaque fois, il va rentrer un peu plus dans les détails. Hein. Si c'est l'influence d'un esprit, ce n'est pas forcément toujours le même esprit, hein, donc ça peut se produire avec, entre guillemets, deux esprits, donc deux personnalités différentes. Donc toutes ces choses-là, en fait, voilà, il faut les observer. Mais surtout, encore une fois, n'encourage pas le phénomène. Hein. Écoute et observe, hein, et puis rassure-le, hein, pour pas que, voilà, justement pour pas surexciter son imagination qui est compte tenu du fait qu'il n'a pas encore acquis vraiment la maturité. Philippe, ta main est toujours levée, mais c'est peut-être parce que tu as oublié de la redescendre. Voilà. Alors, l'inconvenance et le danger dans l'encouragement de l'exercice de la médiumnité chez les enfants. Hein, donc, notez bien ça. Hein, donc, la philosophie spirit, donc même Kardec déconseille ça fortement. Voilà. Donc, pour les adultes, hein, vous vous rappelez, Chico, Emmanuel, quand il est venu, il lui a dit si tu veux travailler avec moi pour accomplir ta mission médiumnique, je te demande 3 choses. Vous le connaissez l'histoire. Hein. La première, c'est la discipline. La deuxième, c'est la discipline. Et la troisième, c'est la discipline. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le demander à un adulte, mais on ne peut pas non plus demander un tel niveau de discipline à des enfants. Il faut les laisser être enfants, il faut les laisser jouer, il faut les laisser. Hein. Donc, c'est encore un autre cas. Vous voyez, on peut pas demander aux enfants donc cette discipline, la syntonie avec les esprits supérieurs. On ne peut pas leur demander non plus de méditer en permanence. Alors, vous pouvez peut-être voir ça chez les bouddhistes, hein, quand certains enfants qui ont été reconnus comme étant des réincarnations comment dire, d'anciens, on les isole et on les met dans un espèce de monastère, etc. Donc, bon, voilà, ça fait partie de la culture bouddhiste. On ne veut pas ici le condamner, mais pareil pour ces enfants-là, je ne sais pas s'il y a des témoignages, mais l'enfant, il veut jouer, il ne veut pas forcément s'astreindre constamment à une discipline qui serait nécessaire pour l'exercice médiumnique. Voilà. Hein, donc, voilà. Éduquer la médiumnité signifie se mettre en dépendance magnétique, mentale et morale d'esprits au niveau évolutif les plus variés. Voilà. Donc, une fois que la sensibilité médiumnique, que la porte est ouverte en quelque sorte, eh ben, c'est là la difficulté. Tout le monde dit ah ben ouais, moi je voudrais bien être médium, etc. Ben non, c'est pas toujours drôle, hein, parce que
voilà, le médium, il perçoit tous les esprits qui sont là, et puis ce n'est pas toujours que des bons esprits, loin de là. Donc, vous voyez, il faut le médium, il doit savoir faire face, résister, vivre avec ce genre de choses. Et donc, ça, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander aux enfants. Hein. Voilà. Et après, ben, il peut y avoir des phénomènes d'obsession. Donc là, c'est clair, hein, il existe aussi des phénomènes d'obsession chez les enfants. Puisque les enfants, ben voilà, c'est un esprit, l'esprit de l'enfant, il n'est pas enfant, hein, c'est un esprit ancien qui avait peut-être des ennemis dans les vies passées, et puis ces ennemis-là, s'ils sont désincarnés, ils peuvent venir chercher à obséder l'enfant. Donc c'est aussi des choses qui se produisent. Donc là, effectivement, il faut intervenir. Donc, et c'est surtout dans ces cas-là qu'il faut, au contraire, hein, plutôt que d'ouvrir la médiumnité chez l'enfant qui donnerait peut-être plus de facilité à l'esprit obsesseur, il faut travailler sur l'esprit obsesseur et aussi au niveau de l'enfant, donc plutôt pour que sa sensibilité se réduise et faire de sorte que le phénomène d'obsession s'arrête. Hein, en pratiquant des séances de désobsession et donc en essayant de faire le maximum pour convaincre l'esprit obsesseur de cesser, de pardonner, etc. Voilà. Voilà, les ruses des esprits trompeurs, ça on l'a vu. S'il y a des adultes qui sont trompés, donc les enfants seraient encore plus trompés. Tout est une question de maturité. Hein. Je parlais hier un peu de l'autonomie. L'autonomie, voilà, les enfants, quand on se promène dans la rue avec eux, on les tient par la main. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas conscients de tous les dangers. Les enfants, en fait, sont autonomes. Quand ils sont tout petits, on les met dans un parc hein, pour pas qu'ils puissent, même à la maison, toucher des objets dangereux, coupants ou se heurter la tête sur des coins ou des choses comme ça. On fait tout ce qu'il faut pour que justement leur laisser leur autonomie, mais ils ne sont pas autonomes. Et puis pareil, quand on va dans un jardin public, il y a l'enclos avec les portes qui ont un loquet en position haute qu'ils n'arrivent pas à atteindre, etc. Donc, ils sont autonomes quand ils sont confinés dans un enclos sécurisé. Vous voyez ce que je veux dire hein. Et donc là, c'est pareil. Hein. Il faut qu'il y ait cette autonomie, ce discernement pour que la médiumnité puisse se réaliser de façon sûre. Et donc, ce n'est pas le cas chez les enfants. Alors, par contre, bon, pour la médiumnité spontanée, hein, voilà, elle est dans sa nature, sa constitution s'y prête. Tout ce qui est naturel doit être traité naturellement. Donc, il ne faut pas lui dire, ben non, arrête, c'est des sottises, etc. Donc, ce genre de réaction qui réprime cette chose naturelle chez l'enfant, ce n'est pas bon non plus parce que ça va le perturber. Chico, il en parle bien hein, en disant que ben, il était médium, mais il le cachait, il ne le disait pas, même à l'école, hein, quand il s'était fait taper sur les doigts 2 ou 3 fois, quand on lui a dit d'arrêter parce que c'était le diable, il était allé chercher de l'aide chez le curé qui n'a pas pu l'aider beaucoup plus, eh ben, il a gardé ça pour lui. Voyez donc, ce n'est pas bon non plus. C'était vraiment quelque chose de bouillonnant et de naturel chez lui. Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui dans son enfance s'il avait pu, et d'ailleurs c'était le cas un peu plus tard, hein, avec sa deuxième mère adoptive, en parler avec ses proches. Hein. Donc, voilà. Remarquez que l'enfant qui a des visions en est généralement peu impressionné. Voyez, il prend ça vraiment, son ami imaginaire, c'est quelque chose de tout à fait naturel, hein, à laquelle il prête une assez faible attention et que souvent il oublie. Hein. Plus tard, le fait lui revient en mémoire et il se l'explique aisément s'il connaît le spiritisme. Alors, moi, certainement, je jouais aussi avec des amis imaginaires quand j'étais petit. Par contre, je ne me rappelle plus. Hein, je n'ai pas gardé ce genre de souvenirs de mon enfance. Je me rappelle des choses quand j'étais très petit, mais pas ce genre de choses. Voilà. Ou alors, j'étais peut-être pas du tout médium, comme aujourd'hui, je ne suis toujours pas. Hein. J'ai la peau dure et épaisse, là, la carcasse, elle n'est pas facile à pénétrer. Et chaque fois qu'un hypnotiseur a essayé de m'hypnotiser, dans les camps de vacances, des fois on voit ce genre de truc. Je faisais partie des premiers qui disaient vous pouvez retourner sur vos sièges parce qu'avec vous, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est peut-être aussi à cause de ça. Voilà, avec l'âge, l'enfant se détache peu à peu des injonctions du monde spirituel. Et donc, on dit souvent que c'est à peu près vers l'âge de 7 ans que ce genre de phénomène cesse. Parce que l'enfant, si vous voulez, il vient de se réincarner. Donc, les liens qui le relient au corps
sont déjà là, mais ne sont pas encore aussi forts. Donc, ça laisse à son esprit encore une certaine liberté. Et c'est ça qui fait qu'il peut avoir ces visions directement à partir de son esprit. Mais on dit que c'est en moyenne à peu près aux alentours de 7 ans que ce genre de phénomène cesse parce que l'incarnation, elle est déjà plus… Voilà, il est un peu plus, l'esprit est un peu plus, le mot est un peu dur, emprisonné dans son corps. Voilà. Et donc, il a perdu justement cette liberté qu'il avait dans son jeune âge. Voilà. Et donc, plus tard, voilà, les manifestations médiumniques se font plus rares, mais elles peuvent ressurgir donc dans l'adolescence, hein, si l'enfant a pris un engagement plus grand dans la médiumnité, je dirais plutôt si l'esprit de l'enfant avait une mission médiumnique, hein, comme dans le cas de Chico ou de Divaldo, ben effectivement, la médiumnité, elle va, même si elle s'estompe un petit peu pendant un moment, ben elle va reprendre au moment de l'adolescence. Ben voilà, donc on en parle. La médiumnité Chico-Xavier, hein, rapportée par Ramiro Gama, lorsque Chico était âgé de 7 ans. Hein. Donc, vous voyez, c'est justement ce fameux âge pivot. Confié par son père à sa marraine, suite à la désincarnation de sa mère, hein, génitrice, le petit Chico souffrait beaucoup des mauvais traitements qu'il en recevait, parce que donc, sa marraine, elle était, vous savez, c'est celle qui lui donnait des coups de fourchette dans le ventre et tout. Enfin, il avait vraiment il était maltraité, y compris physiquement. Sa seule consolation était dans les moments passés auprès de Maria João de Deus, sa mère désincarnée, à l'ombre des bananiers au fond du jardin. Vous voyez, il allait s'isoler au fond du jardin et c'est là que sa mère lui appartenait pour venir le consoler. À l'une de ces précieuses occasions, le garçon très peiné demanda au bon esprit de le retirer de chez sa marraine. Sa mère, en voyant cela, lui demanda de rester patient et pour réconforter son fils, elle lui annonça avoir déjà fait cette requête auprès de Jésus afin qu'il envoie un bon ange qui s'occuperait de lui et de ses autres frères. Ainsi, plein d'espoir, dès qu'il avait l'occasion d'être avec sa mère, Chico la questionnait sur l'arrivée de l'ange et l'esprit répondait sereinement « Attends mon fils ». Donc, vous voyez, l'esprit qui adapte son langage, c'est un langage comme on parle avec les enfants, hein, voyez. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après quelques temps de veuvage, son père, hein, João Candido Xavier, décida de se marier en seconde noces avec Cidália Batista, qui réclama aussitôt la garde des enfants, donc qui était chez sa marraine, hein, y compris Chico. Et donc, c'est à partir de là que, effectivement, cette dame avait… Donc, c'était le bon ange qui était annoncé par sa mère défunte. Hein. Vu que les enfants étaient dispersés dans plusieurs foyers, donc Chico était chez cette marraine qui le maltraitait, les autres, ils étaient ailleurs. Et puis donc, cette dame a réuni donc tous les enfants de la première femme de João Candido Xavier. Voilà. Et donc, Cidália, donc cette nouvelle compagne, hein, ne put dissimuler son amère surprise en voyant les innombrables marques imprimées sur son ventre suite aux tortures causées par la pénétration des pointes de fourchette. Hein. Donc, pour des enfants, ce n'est pas évident. Ainsi, sous l'impact de l'émotion, elle embrassa le petit qui lui répondit promptement au geste de tendresse. Après des instants heureux, sa belle-mère lui demanda « Sais-tu qui je suis, mon fils ?» Le garçon répondit « Oui, je le sais, vous êtes l'ange bon dont ma mère m'avait parlé. » Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, des fois, et là, donc c'est clair que ça, il ne fallait pas l'interrompre, hein, parce que c'est ça qui a quand même permis à Chico de tenir le coup. Hein. Voilà. Alors après, il y a les anges protecteurs aussi. Hein. Les enfants, ils ont tous un guide spirituel, un ange gardien, comme nous, hein, comme toute personne. Hein. Et donc, voilà, cet ange gardien qui remplit auprès de nous donc, la mission d'un père ou d'une mère auprès de son enfant, hein, de nous amener vers la voie du bien, de nous conseiller, de nous aider dans les moments difficiles, eh ben, ils existent aussi pour les enfants. Ils protègent aussi leurs enfants. Voilà. Hein. Et donc, le cas de Chico, c'est sa mère, en fait. Il avait l'ange, enfin, son guide spirituel, c'était Emmanuel, mais il y a aussi l'esprit de sa mère qui était évidemment très attaché à lui et qui était venu pour l'aider. Fabrice?
Oui, à propos d'Ange Gardien, il y a eu il y a 3-4 jours, là, il y a eu une conférence qui a été faite par le groupe Spirit Île-de-France, justement sur Oui. l'Ange Gardien, et c'était vraiment très, très intéressant. Ah oui, J'ai écouté, j'ai appris beaucoup de choses oui, très oui. intéressantes. Je peux encore la retrouver d'ailleurs sur Facebook. Oui, oui. Je ne l'ai pas vu en direct, mais c'est une conférence, je sais que je vais la regarder, effectivement. On l'avait annoncé sur les sites, voilà, sur les anges gardiens. Eh ben, voilà, ils sont toujours là, y compris pour les enfants. Donc, c'est pour ça aussi, quand on est parent et qu'on a un enfant qui, hein, Fernanda, par exemple, dans le cas du tien, il ne faut pas hésiter à appeler le guide spirituel de l'enfant, hein. Et puis, le guide spirituel de l'enfant, tu lui demandes, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, tu vois? Ça, N'hésite je pas. l'avais fait. Je Voilà. l'avais fait et je dis, il n'existe plus la guerre, on ne fait plus la guerre, maintenant on fait la paix ici, on va faire un plié. Et du coup, Ouais, il continuait à discuter de son plan et ça durait uniquement 3 fois. Et du coup, j'ai d'accord. fallu, on va faire la prière ensemble, on va faire la prière ensemble et ça durait 3 fois. Et je lui ai Voilà. expliqué que c'était plus ce temps-là qui c'est fini, qu'aujourd'hui on fait la paix, pas la guerre. Donc, c'est ton guide et puis le guide de l'enfant qui sont venus t'inspirer pour trouver la solution. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire. Ils sont vraiment là pour ça, hein. Quand il y a un problème comme ça, il faut les appeler. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui, les esprits protecteurs, le cas de Chico est un exemple, effectivement, hein. Et puis donc les enfants reçoivent aussi des intuitions de leurs anges gardiens, de les guides, voilà. Donc là encore une fois, vous voyez, ce serait dommage de réprimer ce genre de choses, de bloquer ce genre de choses, hein. Alors, on peut l'observer aussi alors là, on parle d'une autre médium, Yvonne Pereira, hein, que vous connaissez peut-être, hein. Elle a écrit euh, un livre sur le suicide dont je ne me rappelle plus du titre. Elle a aussi écrit Souvenirs de la médiumnité. Enfin, il y en a 2-3 livres d'elle traduits en français qui sont très, très bons. Et elle nous raconte, à l'âge de 4 ans, je me communiquais déjà avec les esprits désincarnés par la vision et l'audition. Je les voyais et je parlais avec eux. Je croyais qu'ils étaient des êtres humains, car je les apercevais avec cette apparence et ils me semblaient tous très concrets, habillés comme n'importe quel homme ou femme. Selon ma compréhension à l'époque, ils étaient des membres de ma famille. Donc, vous voyez, pour elle, c'était vraiment un point. Elle les voyait et elle pensait qu'ils étaient là physiquement, hein. Voilà. Parce que l'enfant, il ne comprend pas, hein. Il lui faudra du temps pour comprendre. Oui, Charles, le livre dont tu parlais, c'est, comme l'a dit Morissette, c'est Mémoire d'un suicidé. C'est le Mémoire titre d'un du livre suicidé, d'Evan. voilà. Voilà, je suis désolé, j'avais oublié. Il est assez conséquent comme livre. Il est assez conséquent, il est pas Oui. facile à lire. C'est en fait, elle raconte, parce qu'elle-même s'est suicidée dans une vie passée, hein. Donc elle raconte cet épisode-là. Et il y a un premier chapitre, là aussi, il est assez difficile à lire, mais c'est l'esprit de Léon Denis qui explique ce qui se passe au niveau du Père-Esprit quand un esprit se suicide et pourquoi il y a tout ce, donc, il donne une explication théorique, si vous voulez, de tout ce qui est compté dans le livre. Voilà. Voilà, donc selon ma compréhension à l'époque, ils étaient des membres de ma famille. Et peut-être pour cette raison, je n'ai jamais été surprise de leur présence, hein. Donc, encore une fois, c'est naturel, hein. L'un de ces personnages m'était particulièrement affectionné. Je reconnaissais en lui un père et je le proclamais comme tel à tous les membres de ma famille avec naturel, le considérant vraiment comme mon père et l'aimant profondément. Plus tard, cet esprit est devenu mon assistant ostensible, m'aidant beaucoup dans la réussite de mes épreuves et devenant mon guide des travaux réalisés comme spirit et médium. Voilà. Voilà. Donc, dans ces circonstances, évidemment, il y a la protection qui se fait au niveau des anges gardiens, des guides spirituels, hein. Voilà. Et donc, il n'y a pas de danger, hein. En général, ça se passe bien, hein. Et la famille qui voit ces phénomènes-là, bon, encore une fois, tant que ça reste calme et contrôlé, voilà, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter outre mesure. Voilà. Par contre, des fois, bon, comme on en a parlé au début, il peut y avoir des cas qui sont plus compliqués, hein. Les enfants, quand il y a des problèmes médiumniques, hein, voilà, les familles tourmentées par la présence des esprits qui se manifestent chez les petits, donc c'est la famille Fox, entre autres, hein.
c'est un sujet qui est difficile. Hein. Voilà. L'enfant, il n'arrive pas toujours à exprimer clairement ce qui se passe. Hein. Et la famille n'est pas toujours forcément spirite. Hein. Donc, ils ne comprennent pas ce qui se produit. Hein. Et donc, ça, c'est des cas où, idéalement, au contraire, il faut intervenir. Hein. Et Yvonne Pereira, encore une fois, dans sa propre expérience, elle nous dit, hein, en vérité, déjà à cette époque, celle du dédoublement du corps astral, je n'étais qu'une enfant malheureuse car je souffrais depuis ma naissance non seulement de la nostalgie de mon existence antérieure dont je me rappelais, hein, elle avait aussi la réminiscence, mais aussi de l'ambiance familiale que j'appréhendais singulièrement. Parmi les angoisses qui m'affligeaient, je craignais l'un de mes frères qui, ce n'est pas rare dans les familles nombreuses, me battait fréquemment pour toute contrariété pendant nos fatuités, ce qui m'était douloureux et me terrifiait beaucoup et que ma sensibilité peut-être excessive exagérait comme s'il s'agissait d'un martyr, me complexant ainsi au sein de mon propre foyer paternel. Hein, donc ça, c'est là aussi, hein, quand il y a des brutalités entre frères et sœurs, les parents doivent intervenir. Un soir, inopinément, se produisit avec moi le phénomène du transport dans le corps astral, donc dédoublement périspritale, donc sortie du corps, hein, qui se caractérise comme une mort apparente. Sous l'action du phénomène, je me suis vu à l'intérieur de l'Église, que j'aimais devant l'image du Seigneur des Marches, devant l'image du Seigneur des Marches, comme cela m'arrivait fréquemment. Mon frère cité ci-dessus m'accablait alors de ces mauvais traitements, me battant furieusement, déchirant mes vêtements et me tirant par les cheveux. Terrorisé comme d'habitude, j'ai fait à un moment donné appel au secours du Seigneur. C'était alors comme si j'avais vu l'image se détacher du brancard, la croix sur le dos, descendre les marches, étendre ses mains libres vers moi et dire avec bonté, « Viens avec moi, ma fille, ce sera ton seul recours pour supporter les souffrances qui t'attendent. » J'ai accepté la main tendue, je m'y suis appuyé, j'ai gravi les petites marches de l'autel et je ne m'aperçus plus de rien, alors que je n'ai jamais oublié la vision qui représente pour moi aujourd'hui encore une grande consolation pour mon cœur. En effet, les grandes épreuves et les témoignages des larmes ininterrompues ne me permettant un seul jour de joie dans ce monde, se sont superposés au cours de mon existence présente. Mais je m'étais fortifié très tôt pour la lutte, car à cet âge de 8 ans, j'ai lu mon premier livre Spirit, car je lisais déjà couramment à cette époque. Donc, vous voyez, le parcours compliqué dans l'enfance de Yvonne Pereira, selon ce qu'elle nous rapporte elle-même dans ses livres. Ça doit être tiré du livre Souvenirs de la médiumnité. Attendez, on va aller voir la référence numéro 12. Mémoire, voilà, c'est Mémoire de la médiumnité. En fait, le livre a été traduit entre-temps. Le titre, c'est Souvenirs de la médiumnité. Donc, il existe aussi en français, ce livre. Voilà. Oui, donc ça, on l'a vu aussi. Il est 9h02. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants médiums, hein? Donc, c'est ce qu'on a vu au départ. Hein. Donc, on peut leur donner, on peut leur parler du sujet au niveau des conséquences morales. Hein. Donc, en disant, voilà, le bien, le mal, le respect des autres, leur parler de façon douce et adaptée à leur âge. Hein. Voilà. Les prières en faveur des esprits, hein, les passes magnétiques aussi qu'on peut faire vis-à-vis des enfants. Et c'est ça, les enfants, ils l'acceptent. Hein. Un enfant qui se brûle, tiens, papa souffle, et hop, on souffle sur la brûlure, et puis elle passe quasi immédiatement. Hein. C'est ce genre de choses, les enfants qui confient énormément à leurs parents, ils les acceptent facilement, hein, les passes aussi. Voilà. Les cours pour les enfants, quand il y en a, donc malheureusement en France, il n'y en a pas tellement. Il y en a aussi, il y en a en Belgique quelques-uns, et puis les groupes dans d'autres pays, notamment dirigés par des Brésiliens, le font aussi, mais malheureusement, c'est surtout en portugais. Donc, si l'enfant ne parle pas portugais, ce sera un peu difficile pour lui. Voilà, et donc toutes ces activités-là, ce sont des choses qui aident les enfants justement qui ont ce genre de difficultés. Voilà. Et aussi donc la pratique de l'évangile au foyer, donc avec évangile, bon c'est pareil, c'est un mot un peu catholique, je dirais, hein, mais c'est de lire des bons passages, hein, genre l'évangile selon le spiritisme, des choses positives, des livres des enfants avec de belles histoires. Donc on en a, hein, il
il y a sur la Fédération Spirit française, donc c'est Morissette qui travaille à ça, donc le groupe, la coordination donc, pour l'éducation des enfants, sur lequel vous pouvez télécharger des livres gratuitement hein, pour les enfants et donc qui pourront vous aider aussi dans ce sens. Hein. Et il y a d'autres sites aussi qui proposent des livres, mais voilà, pas toujours beaucoup en français. On en a d'ailleurs trouvé récemment un sur le Covid, hein, donc un livre pour enfants sur la Covid que vous pouvez télécharger sur Internet. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Fernanda? Une petite question. Est-ce que toi, Charles ou Morissette, pourrez nous faire une liste des livres qui vous indiquez pour des enfants et pour des adolescents? Et le lien où on peut les télécharger, s'il vous plaît, si c'est possible? Bien voir. Donc, on va essayer d'y aller tout de suite. Hein. Je pense que je vais les retrouver facilement. Donc, il faut mettre peut-être dans le Skype parce qu'après, c'est difficile de les récupérer en Zoom. Oui, tu peux pas, ça se perd. Oui. Donc, spiritisme.org. Donc, vous avez la Fédération Spirit française. Donc, vous avez un bandeau. Alors, il faut attendre un peu que ça se charge. Voilà. Mais vous avez, alors, dans le menu, voilà, comité d'éducation spirit. Vous voyez? Donc là, pour arriver ici, j'ai fait spiritisme.org. Hein. Donc, comité d'éducation spirit. Et là, vous trouverez qu'est-ce que c'est, pourquoi, la philosophie spirit dans l'éducation. Vous trouverez quels sont les objectifs, quelles sont les notions de base. Hein. Vous trouverez donc et en dessous, là, vous avez le lien vers le site spécifique de l'éducation spirit. D'accord? Hop. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les informations donc, de ce comité d'éducation spirit, y compris, alors voilà, il y a des livres audio. Hein. Vous avez, voilà, donc différents livres. Alors, là, je vois des livres en portugais. Voilà, clac. Donc, vous cliquez. Alors, hop. Et là, vous avez donc ce livre, hein, qui est Le garçon qui rêvait d'attraper une étoile. Et donc, c'est adapté donc, pour les enfants. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement. Alors, je ne sais pas s'ils existent imprimés, je ne pense pas, hein, mais au moins, vous les avez déjà sous cette forme-là. Hein, et donc, vous pouvez utiliser pour les enfants. Alors, après, Morissette, je ne sais pas s'il y a une liste. Alors, attends, comment je ressors de là? Le 29 mai, Charles, il y a une formation d'éducateur spirit pour les enfants. Une formation, voilà. j'ai vu ça sur le site. C'est une formation qui dure. Bah, ça y est, c'est à l'écran. Voilà, ça dure tout le week-end. Voilà, j'ai réussi à l'attraper. C'est conséquent. Donc, le 29 mai, il va y avoir donc, une journée de formation pour les éducateurs spirit. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire hein, si vous voulez le faire avec vos enfants ou si vous voulez le faire plus large dans un groupe spirit avec d'autres enfants. Et donc là, vous avez le programme de la journée. Alors, je vous encourage fortement là aussi, si le sujet vous intéresse, à y participer. Voilà. Merci Isabelle beaucoup. André, Morissette Ruchot, voilà. Isabelle? Isabelle André, oui. Je cherchais s'il y avait Claudia Verdine, mais... Non, il y aura normalement donc une autre après-midi avec Cynthia Soares, Ah oui, voilà. donc pour l'éducation spirit, mais pour les bébés et les tout petits. Et donc, on réfléchit pour aussi inviter Claudia. D'accord. Morissette, j'aurais une question. Oui. Oui. Je sais pas. Oui, j'aurais voulu savoir. Je suppose que ça demande, avant de s'inscrire à cette formation, ça demande quand même de très bonnes connaissances en spiritisme avant. Non.
Ah, tout à fait, pour l'enseignement, pour donc diffuser l'enseignement et travailler l'enseignement spirit avec les enfants, Oui, il faut vraiment connaître donc le d'accord. spiritisme. J'ai envie de dire, c'est un travail qu'on peut faire avec nos propres enfants et nos petits-enfants. Et donc, D'accord. sur le site que Charles est en train de vous montrer, il y a Oui, toutes des activités et tout est expliqué. Donc, avec les objectifs, avec les activités manuelles, donc c'est faisable à la maison, en fait. Vous voyez? Hein, il y a le livre pour donc l'évangélisation, donc l'éducation spirituelle des enfants. oui, Il y a le livre aussi, donc là, il n'est pas à télécharger, mais l'évangile selon le spiritisme, mais pour les adolescents. oui, je viens de Oui. voir passer là sur le site. Voilà. Hein, donc, non, il faut utiliser les supports, ils sont adaptables. Hein. Et vous avez plein d'informations. Là, il y a donc il y a une chaîne aussi qui est réservée avec tous des petits films qu'on trouve sur YouTube, hein, et qu'on peut utiliser pour les enfants, pour leur apprendre les valeurs de la vie. Hein, comme chaque pas vraiment d'évangélisation, c'est plutôt une transmission des valeurs morales. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Très bien, merci. Vous avez aussi donc, dans ces Oui. fascicules, hein, il y en a un où tu parles de la loi française, justement, pour les activités avec les enfants. Donc, pour rentrer au sein d'une même famille, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est organisé au niveau d'un groupe qui réunit un certain nombre d'enfants qui proviennent de familles différentes et que ça se fait régulièrement, ben, faut respecter la loi française. Il faut qu'il y ait le BAFA, il y a un certain nombre de conditions à remplir qui sont résumées. Alors, il me semble que c'est Non, alors, le projet éveille à la philosophie spirit. dans celui-ci, Voilà, hein, voilà. voilà, Et oui. donc là, Donc vous là, c'est avez, vraiment le projet, c'est le projet français, hein, puisque en Europe, les lois sont différentes dans chaque pays européen. voilà, Et le projet Semences pour l'avenir est plutôt un projet commun, en fait. celui-ci, hein, ouais. Voilà, ça, c'est encore un autre. Donc ici, ça englobe en fait ben, tout, puisque là, tout est en français. 100 ans d'éducation spirituelle de l'enfant, donc c'est effectivement dans les groupes brésiliens, ils font ça depuis très très tôt. Il y a eu ça aussi dans certains groupes français, hein. Il y avait une crèche spirit à Lyon, mais bon, après, ça s'est un peu perdu, et puis c'est maintenant que ça revient, quoi. Voilà. Donc, si vraiment vous voulez des programmes pédagogiques pour les activités éducatives spirites des enfants et des adolescents, donc le programme pédagogique, ça fait partie de ce que demande la loi française, hein, quand vous voulez faire une activité régulière. Voilà. Et donc, je vous ai mis aussi le lien sur de la conférence qu'a donnée Morissette récemment sur la médiumnité chez les enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur... Voilà, donc je vous conseille vraiment voilà, donc vous voyez, là, vous avez des histoires, les contes, les jeux. Hein, vous voyez, voilà. Hein, si vous voulez parler de ce sujet avec les enfants, là, vous avez le guide, etc. Voilà, des activités aussi concrètes que vous pouvez faire avec les enfants, etc. Donc, il y a une partie plutôt enfant, une partie plutôt ado, hein, parce que évidemment, C'est ça. c'est pas la même. Le contenu, il est un peu adapté, hein, évidemment. Là, c'est le coin des parents, donc voilà. Donc voilà, c'est les dangers de l'adolescence. Donc évidemment, c'est la période souvent la plus difficile à gérer pour les parents, hein, voilà. Et donc, allez, il y a, là aussi, vous voyez un livre sur la médiumnité, une brochure Il y a le sur la fascicule, en médiumnité. fait, donc la médiumnité chez l'enfant. Voilà.
Après, c'est les jeux dangereux sur Internet, etc. Voilà, il y a pas mal de sujets qui sont... Et ça, c'est le coin des éducateurs. Donc, c'est justement pour les personnes qui veulent développer, réaliser une activité avec les enfants dans les groupes spirit. Et donc, ça, c'est, comment dire, c'est aussi le but de la formation de la journée qui aura le 29 mai. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à montrer encore, Morissette? Est-ce que j'ai tout... Ben, non, je pense que regarder, être curieux, quoi. Voilà. Après, Parce qu'il y a allez beaucoup de choses voir, sur le regardez. site. Donc. Et puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Morissette ou vous envoyer un mail à la Fédération Spirit française, et puis on vous répondra. OK? Voilà. Est-ce que vous avez... Alors, ça, c'est donc le site au niveau francophone. Je ne sais pas si... LM Mouvement Spirit francophone, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Justement, Non, c'est Charles, le même site. oui, C'est le même site. je voulais Voilà. poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le site de la Fédération Spirit française et le mouvement Spirit francophone, je crois? Oui. Donc, oui. Alors, au niveau de la fédération et du mouvement, oui. Mais par contre, au niveau du comité d'éducation, donc Morissette vient de nous confirmer en fait, il est intégré entre les deux. Hein. Donc, Alors, nous, la Fédération Spirit française et le mouvement Spirit francophone, donc Fédération Spirit française, voilà, hein, c'est celui-ci. Oui, oui. Donc, c'est plutôt français et le mouvement Spirit francophone, c'est lmsf.org. Oui. Donc, il y a un site différent, mais bon, on a énormément d'activités communes. Hein. Vous voyez, par exemple, ce cours qu'on donne, c'était d'abord un cours au niveau du centre Léon Denis et de Tannes. Ensuite, quand on n'a plus pu se réunir, ben, on a commencé à le faire virtuel, hein, même un peu avant. Hein. Et à partir du moment où il était virtuel, ben, du coup, il y avait plein de gens qui venaient de partout. Et donc, on l'a élargi. Hein, au lieu d'être uniquement du groupe de Tannes, c'est devenu de la Fédération Spirit française et du mouvement Spirit francophone, donc ouvert de façon beaucoup plus large. Donc, vous voyez, là, on retrouve sur le site du LMSF ce séminaire de formation sur l'éducation. Hein, oui. Les sites sont différents, mais on travaille de façon extrêmement intégrée. Hein. Et quand je vous dis, des fois, si vous voulez acheter des livres sur assocardec.fr, pareil, c'est une initiative francophone. Hein. Et on a même le projet, nous, de dissoudre la Fédération Spirit française et de tout le monde se regrouper sous un seul toit qui est le mouvement Spirit francophone, justement pour simplifier et puis pour, voilà, au lieu de faire deux sites, on n'en fait qu'un seul. Etc. Donc là, vous avez l'annuaire Spirit. Hein, donc, où est-ce qu'il est? C'est donc, alors, où il est le lien? L'adresse de l'annuaire, voilà. Et donc là, vous avez voilà, une carte. Et donc, toutes les personnes qui souhaitent, isoler ou pas, s'inscrire dans cet annuaire. Et donc, ça aide pour retrouver les personnes. Donc, on retrouve, par exemple, ici, ça doit être Haute-Rive. Donc, je pense que Gérard, il doit connaître. Hein. Celui-ci, le centre Léon Denis. Hein. Donc, on a mis Mulhouse maintenant, puisqu'on a perdu le local à Tannes. Hein. Donc, là, vous avez le groupe de Lausanne. Pardon? Haute-Rive, c'est moi. Ben voilà. Voilà, tout simplement. Vous avez Lausanne, donc c'est francophone, hein, encore une fois. Donc, il y a des Suisses, il y a des Belges. Attendez, on va dézoomer pour voir s'il y a des Canadiens. Oui, voilà. Québec, Montréal. Vous voyez, Johanna de Angelis à Québec. Et puis le deuxième, là, ça doit être... Hop, comment je fais pour... Ah, j'arrive pas. Alors, attendez, on va zoomer un peu plus. Voilà. Et donc, vous avez aussi le Centre d'études Spirit Fraternité à Montréal. Voilà. Donc, le mouvement Spirit francophone, en fait, il n'y a pas de frontières. Hein. Je ne sais pas s'il y en a en Afrique. Non, pas encore. Il n'y a pas de frontières. Et c'est ça qui est bien, quoi, parce que les frontières sont humaines, hein, elles ne sont pas spirituelles. Voilà. Voyez, vous avez même centre d'études spirites d'Anglette. Voilà, ils sont un peu des centres qui sont encore en formation. Et ça doit être
à Agen, voilà, à Pézac, vous voyez. Alors, ça a été lancé il n'y a pas longtemps, hein, donc ça commence à peine. Mais voilà, ça fait partie de ces initiatives au niveau francophone. Et donc là, vous avez le alankardec.fr, l'association Alan Kardec, donc où il y a des livres, des DVD, enfin tout ce qui est la revue Spirit aussi passe par là. Hein, le numéro du premier trimestre, il est à la poste, hein, donc vous devrez le recevoir incessamment. Et donc, pareil, avec un site en ligne, etc. Il y a beaucoup de... Voilà, donc ça, c'est au niveau francophone. Et on travaille vraiment, je fais partie, en fait, du comité aussi du mouvement Spirit francophone. Donc, on est vraiment... je vous dis, on se demande pourquoi garder deux institutions. L'association Kardec, bon, comme il faut des assurances, il y a une inscription SIRET, vous voulez vendre des livres, il faut un contrat avec la Poste, il faut ci, il faut ça. Donc, on est obligé d'avoir une entité juridique. Mais après, au niveau de la Fédération Spirit française, par exemple, ben on se pose encore la question. La décision n'est pas prise. On verra comment on va faire. Mais enfin, en tout cas, dans les faits, on travaille déjà de façon complètement intégrée. Et l'Union Spirit belge, qui est donc la fédération belge, elle est pareil sur le même... se pose les mêmes questions, quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose de garder une Union Spirit belge en plus du mouvement Spirit francophone? Vous voyez, parce qu'on met en fait aujourd'hui l'accent beaucoup plus sur le travail, sur des projets concrets, par exemple cette éducation pour les enfants, de faire des livres, de republier les livres de Léon Denis, de faire un annuaire, voilà, des choses concrètes, plutôt que de chercher à représenter, à être le représentant national de ci, de ça. Ça, on n'en veut plus, on veut plus de chef, on veut du travail, voilà. Tout le monde sur un pied d'égalité. C'est les nouvelles formes d'organisation spontanées, collaboratives, voilà, et en rupture avec ces organisations hiérarchiques où vous avez quelqu'un qui vous impose ses vues, etc. Voilà, ça, c'est beau comme ça, Charles. C'est très beau. Ouais, ben, c'est dur, hein, parce que c'est pas facile, j'imagine. Il faut, ouais, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, non, on est quand même obligé d'avoir un parapluie, un garde-fou, ou si on supprime la fédération, ça va laisser de la place à plein d'autres choses. Il y a des bons arguments, hein. Après, bon, voilà, on pousse la réflexion. Mais dans les faits, le travail se fait déjà comme ça. Et Charles, le MSF, donc, et puis la FSF, elle est complètement différente de l'Union Spirit française et francophone, alors? Alors voilà, donc l'Union Spirit française et francophone, alors bon, ce serait une longue histoire, hein. Tu en as fait partie, je crois, hein. Ben, j'ai fait partie du conseil Spirit, de l'Union Spirit française et francophone de Roger Pérez, donc, qui avait été fondée dans les années 80 et donc qui a jamais été officiellement dissoute, mais qui a cessé ses activités environ en 2010. Hein. Et en 2007, il y a eu le Conseil Spirit français qui a été créé, justement parce que l'Union Spirit française et francophone à l'époque ne marchait pas bien. Enfin, il y avait des mésententes, justement, des problèmes justement de hiérarchie, de personnalité, quoi. Et donc, on avait fait le Conseil Spirit français qui a fonctionné très bien pendant quelques années, mais là aussi, badaboum, en 2013-2014, il y a comment dire, un nouveau président qui s'est installé et puis qui a imposé ses vues voilà, de façon brutale et qui a encore une fois créé une division. Et c'est ce Conseil Spirit français qui a été dissous et a été refondée une deuxième Union Spirit française qui revendique l'héritage de la première, alors que la première, elle n'a toujours pas été dissoute. Ouais, donc, c'est pour ça qu'on ne veut plus de ces systèmes hiérarchiques. Voilà. La personne qui vient chercher à imposer ses vues et tout, pour moi, clairement, c'est dehors. Hein, j'accepte pas. Voilà. C'est parce que ça ne fonctionne plus. Hein, voilà, la philosophie spirit a pour principe de base la liberté, voilà, l'égalité, hein, tout ça, ça fait partie des lois morales, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et donc, à partir de là, ce qui compte, ben, c'est le travail, c'est la charité, l'organisation verticale traditionnelle qui vient des religions, hein, de tous ces trucs-là, le royalisme, les empereurs, etc.
aujourd'hui, les organisations du futur, elles seront plus plates, elles seront horizontales au lieu d'être verticales. Voilà. Et l'USFF, c'est vraiment une organisation verticale puisque c'est, comment dire, une personne et un comité qui dictent. Un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir, ça dépend de la vitesse du vent, etc. Ouais, il n'y a aucune stabilité. Donc ça, j'y participe effectivement pas du tout. Voilà. Enfin, plus du tout. J'étais dans le Conseil Spirit français, mais comment dire, quand ça a changé comme ça, au bout d'un an, je suis parti. Parce que justement, voilà, ça allait dans un sens rétrograde plutôt que d'aller dans un sens de l'avenir. Voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Hein. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et puis, ce sera un plaisir. Voilà, ce sera dimanche prochain, donc, de se revoir pour la leçon suivante, qui sera l'influence morale du médium et du milieu dans les communications médiumniques. Donc là aussi, un sujet très, très pertinent, donc voilà, qui explique pourquoi, si on veut avoir des résultats sérieux, si on veut attirer des esprits sérieux, il faut être sérieux. Voilà. On va remercier aussi les bons esprits pour leur accompagnement aujourd'hui, pour tous ces enseignements, tous ces échanges, voilà, que nous puissions les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et apporter notre petite pierre à l'édifice de ce monde de régénération, de ce monde de demain, où le bien prévaudra sur le mal. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, Charles. Merci beaucoup.